ce matin, Thomas, vous recevez Ingrid Glowacki pour son roman La Notaire aux éditions Albin Michel. J'aime bien parce que vous racontez tout ça en nettoyant vos lunettes. Bah ouais, c'est une catastrophe, elles étaient sales. On a l'impression qu'elles ont été nettoyées avec une tranche de jambon. Oui, ça va mieux maintenant, je vois à travers. Adrien Baget est là. Bonjour Salut Thomas. Adrien, ça va Adrien? Bonjour Anissa, bonjour à tous. Salut Adrien. Pour nous parler du Festival de Cannes qui vient de s'achever. Oui, qui a rendu son palmarès samedi soir. Ouais. Je vous parlerai des palmes qui ont fait scandale. Qui ont fait beaucoup parler dans l'histoire, effectivement. Mais alors d'abord, j'ai la chance de recevoir une ancienne notaire qui s'est lancée avec brio dans l'écriture. Son roman est le coup de cœur des libraires et un coup de cœur de Nicolas Caro aussi. Bonjour Ingrid Glowacki. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là ce matin. Pardon d'être un peu direct, mais est-ce que je peux acheter les droits de votre bouquin? Ils sont déjà vendus? Ils sont déjà vendus? Ouais, je ne sais pas, c'est en cours. C'est en cours, ça m'étonne pas. Hein. Parce que franchement, là, je peux vous dire qu'il y a tout pour en faire un long métrage ou même une série, certainement. Proposé à Cannes. Ouais, je pense. Moi, je vois bien Audrey Fleurot, Constance Gay, vous voyez, sur Très TF1. bonne série TF1 ou Netflix. Ouais. Le titre est tout simple, La Notaire. Voilà. Alors, cette notaire, ça n'est pas vous, même si vous avez exercé le métier de notaire, et on peut dire qu'elle vous ressemble beaucoup quand même. Physiquement Oui. Oui, physiquement, elle me ressemble physiquement, beaucoup. En tout cas, c'est sûr, elle est rousse, voilà, jeune, belle. Jeune. C'est gentil, je prends le compliment. Oui, elle me ressemble beaucoup, mais en même temps, elle est un peu éloignée de moi. On va dire qu'elle a la même vision du notariat. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que ça... Le notaire, pour moi, c'était un métier de cœur. Je l'ai exercé pendant 8 ans. Et c'est vraiment le métier qui me prend aux tripes et qui, pour moi, était... un rêve de justicière, en fait. Oui, c'est pour ça que vous êtes devenu notaire? Ouais. Pour moi, c'est le médecin généraliste du droit. Ouais. Enlevez le casque, il n'y a pas besoin du casque, vous inquiétez pas. Et moi, je pense que vous allez changer vraiment l'image des notaires, Ingrid. C'est idiot, mais dans ma tête, jusque-là, un notaire, c'était un homme. C'était un homme, déjà. Un homme plutôt âgé, avec un costume gris, avec des lunettes fines. Avouez, il y a pas beaucoup de notaires comme exactement, mais en fait c'est exactement là. pour ça que j'ai choisi ce personnage, de mettre cette profession sur le devant de la scène. C'est un peu pour dépoussiérer cette vision un peu populaire du notaire dans la littérature du 19e, qui était un peu caricaturée. Ouais. Et c'est vrai que le notariat, c'est un métier qui est quand même riche. On est au cœur de l'humain, au cœur des familles. Et c'est un terreau exceptionnel pour le romanesque. Après, il y a aussi des notaires un peu gris, hein. Vous avez dû en croiser quelques-uns. Oui, il y en a toujours. Mais il y a de plus en plus de notaires femmes. Ah oui? Ouais, les diplômés récemment sont de plus en plus des femmes. Elles ne s'installent pas forcément, mais il y a plus de femmes notaires. Donc la notaire est encore plus... légitime, mais même sur le fond du travail de notaire, moi, vous m'avez fait évoluer, parce que pour moi ça consistait à rédiger des contrats de propriété ou de succession, pas franchement passionnants, mais là on se rend compte dans votre bouquin qu'il y a une dimension vraiment humaine, une dimension sensible, assez passionnante dans ce métier. Vous écrivez au début du livre: au bout de 10 ans dans ce métier, je continue de m'émouvoir vraiment. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'une succession est toujours l'occasion d'exprimer des douleurs d'enfance, des désirs de reconnaissance, des marques de préférence affective. Exactement. En fait, derrière les histoires d'argent, il y a toujours des histoires d'amour ou de désamour. Quand on exerce ce métier, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il est vraiment central au cœur des familles. Finalement, le notaire, il vous suit dans toutes vos aventures. Une grande période de la vie. Du vivant. C'est-à-dire que vous passez des naissances. On a souvent un notaire de famille, donc il connaît vos enfants. Ensuite, le contrat de mariage, les donations, toutes les transmissions. Et en exerçant ce métier, on va au-delà des actes. Alors, c'est vrai que l'acte et les mots sont importants, mais il y a cette dimension humaine du notaire. Finalement, quand vous rentrez dans un rendez-vous, le notaire sait tout de suite comment va se passer le rendez-vous. Ah oui. C'est-à-dire que... vous analysez tout de suite? Oui, on analyse le corps. En fait, on lit le corps des gens. C'est-à-dire la façon d'entrer dans une pièce. Pour une succession, on va prendre un exemple concret. Pour une succession, la façon d'entrer dans la pièce. Vous avez une fratrie de 3. Il y en a un qui jette son manteau. L'autre qui a son dossier serré contre lui. Vraiment, voilà. Et le dernier qui dit rien, mais qui enregistre la conversation. Voilà. Donc là, on sait tout de suite, on sait où se placer, on sait où se situer, et on sait que ça va plus ou moins bien se passer. Et donc, ça reflète aussi que les successions et les transmissions, c'est jamais une histoire d'argent. C'est toujours une histoire de pouvoir ou de sentiments non exprimés, de non dits. Et c'est vrai que dans la notaire, c'est ce que j'ai exploité, c'est
tous ces petits moments feutrés, tous ces non-dits, tous ces secrets, et c'est regarder dans une lorgnette pour voir comment ça se passe dans d'autres familles et finalement se dire que la nôtre est peut-être pas si pire. Et puis c'est vrai aussi que ça peut faire ressurgir des traumatismes d'enfance ou des blessures d'enfance. C'est souvent des ça. Héritages, bien sûr. C'est exactement ça. C'est au-delà du matériel, c'est ces blessures qui ressortent, c'est-à-dire se battre. Encore un exemple, un inventaire. Des inventaires, j'en ai beaucoup. Alors, je vous donnerai pas le pire de ma vie, puisque c'est celui qui fera la scène d'entrée du numéro 2. Ah, il y aura un numéro 2 ? Et voilà. Déjà, c'est signé, le deuxième opus est remis aux éditions Albin Michel. Donc, là, j'ai une belle scène d'inventaire comme dans le premier. Ok. Mais je peux vous en évoquer une autre, c'est-à-dire un inventaire de succession, une petite fratrie de 2 personnes. Le frère se jette sur le dictionnaire en disant « Je veux ce dictionnaire, j'ai appris tous les mots sur les genoux de papa, je veux ce dictionnaire ». Et la sœur le regarde et lui dit « Tu as appris tous les mots sauf honnêteté ». Ah oui, ça partait bien. Bien belle ambiance. Belle réplique, cela dit. Elle est belle. Ça, c'est parfait pour votre bouquin. Voilà. Et alors là, dans ce premier volume, donc on va suivre votre héroïne, Anna, qui est notaire pour une association qui recueille des legs faits aux animaux. Et alors, en général, sa boss l'envoie sur des affaires un peu moisies, comme, c'est l'ouverture de votre bouquin, ces personnes qui souffrent du syndrome de Diogène, donc qui accumulent sans fin. Ça vous est arrivé au cours de votre carrière de tomber sur ce genre de profil? Il y a énormément de syndrome de Diogène dans les inventaires. Ce sont souvent d'ailleurs des intellectuels, des anciens intellectuels à la retraite qui accumulent beaucoup ou de livres, dans Paris notamment, c'était ça, des anciens universitaires. Mais j'ai appris qu'il pouvait y avoir il y a 2 types de Diogène. Il y a les Diogènes propres et les Diogènes sales. Alors le Diogène propre, c'est une accumulation, donc vraiment, tout est, le sol est jonché de déchets. Enfin, le Diogène ne laisse rien sortir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il ne jette pas ses détritus. Et le Diogène sale, la différence, c'est qu'il ne jette pas non plus ce qui sort de son corps. Ouais, là, c'est terrible. Voilà, c'est vraiment terrible. Et alors, Anna, pour une fois, elle va être envoyée sur une histoire de succession plus importante. Un vieux château du Morvan dans lequel un meurtre va avoir lieu. Et là, vous avez réussi à bâtir autour de ça un suspense un peu à la Agatha Christie, quoi. On sent que vous vous inspirez un peu de ça. Ouais. C'est vrai que dans La Notaire, c'est avant tout un polar, en fait. C'est vrai que le titre évoque cette profession qui fait un peu peur à tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette vision un peu caricaturée du notaire, mais c'est avant tout un roman à suspense, au sens le plus classique. Il tient plus du John Grisham que du manuel de droit d'Alloz. Donc on ne va pas s'ennuyer, mais au-delà de l'intrigue juridique, il faut quand même tenir en fait le lecteur, c'est-à-dire avoir un page turner, avoir envie qu'il suive ce personnage. Et en fait, le point central de ce livre, c'est quand même ce personnage d'Anna. C'est elle qui tient tout le monde et qui donne envie de la suivre dans ses aventures. C'est pas un polar au sens spectaculaire du terme, c'est-à-dire on va pas, le meurtre est pas sanglant. On cherche pas qui a fait quoi, mais plutôt à quel moment ça va encore basculer, quoi. La Notaire d'Ingrid Dlovacki, je peux vous garantir que vous allez tourner très vite les pages de ce livre qui est déjà un succès, d'où le numéro 2 qui va arriver. Vous nous l'avez annoncé ce matin sur Europe 1. C'est pas automatique. À Cannes, Votre roman, là, La Notaire Ingrid Dlovacki, il est très générique. Moi, il m'a fait tout de suite penser évidemment à La Femme de ménage, qui est un carton international. On se dit, donc là, vous nous avez annoncé qu'il pourrait y avoir la Notaire 2 qui va arriver en octobre. Est-ce que vous envisagez vraiment d'en faire une série, et une série qui pourrait être ensuite diffusée sur une grande chaîne? Ça serait... Alors déjà, merci de me souhaiter autant de succès que Frida McFadden. Vous en êtes inspiré un peu? Je prends ça comme un compliment. Est-ce que vous en êtes inspiré, ne serait-ce qu'en termes de marketing? Je trouve qu'elle a réussi quelque chose, puisque beaucoup de personnes l'ont lu, donc on ne va pas mépriser l'écriture de Frida. Voilà. En inspiration, non, je pense que c'est plus un polar du réel, ou ce qu'on a évoqué tout à l'heure, peut-être en off, c'est-à-dire ce petit côté voyeuriste
qu'on peut trouver en similitude entre la femme de ménage et la notaire. C'est-à-dire que on est dans un huis clos familial et on arrive à voir ce qui va se révéler par une succession, par un jeu de manipulation, par Vous avez dû en des rebondissements. Vous avez dû en voir quelques-unes, vous, des familles se déchirer pour de l'argent au cours de votre carrière. Alors oui, des familles qui se déchirent pour de l'argent, oui, mais parfois pour pas d'argent. Enfin, quelquefois, ils se battent pour une armoire qu'ils n'avaient pas voulu. Du vivant de leurs parents, et évidemment au décès de ceux-ci, ils ont tous envie de cette armoire soudainement. Ce que vous écrivez, le testament est le dernier coup de griffe possible d'un parent, riche ou pauvre. Elle est forte, cette phrase. Est-ce que dans ces cas-là, le notaire, c'est aussi un peu un médiateur familial finalement? C'est un peu ça. Sur le principe, le notaire est impartial, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans ce cœur familial, il doit être impartial, mais ça reste un humain. Enfin, je veux dire, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la notaire, c'est cette humanité et le fait d'avoir mis un personnage qui a une petite fragilité psychologique. C'est ce qui rend intéressant, puisque c'est ce qui lui permet d'être borderline et de s'impliquer totalement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas spectatrice comme un notaire stricto sensu, c'est-à-dire qu'elle est aussi actrice du jeu. On va continuer à en parler de ce livre d'Ingrid Glowacki, La notaire. Et puis on va jouer aussi dans un instant, on va jouer avec un auditeur au Trop ou Rien. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour passer de bonnes vacances cet été? Bon, il vous faut le roman d'Ingrid Glowacki dans la valise, ça c'est sûr. Mais il vous faut des objets. Et quel objet? Des enceintes par exemple. Voilà, une enceinte par exemple le soir. Vous êtes entre copains, barbecue, vous écoutez un peu de musique. Allez. Est-ce qu'il vous faudrait pas aussi une radio pour écouter Europe 1 le matin? Voilà, vous vous levez, vous écoutez essentiel. votre radio préférée. Est-ce qu'il vous faudrait pas un petit réveil quand même? Vous le mettez tard. Non, mais vous le mettez à midi, 11h midi. Mais un petit réveil. Est-ce qu'il vous voudrait pas une petite lampe pour le soir à barbecue, petite lampe? Eh ben, on offre tout ça. Hop, les cadeaux Lexon-design.com. Et puis on rajoute, attention à cela, un gros cadeau pour la fête des mères, parce que c'est ce dimanche. On vous offre un coffret de produits beauté Marilou Bio. Voilà, pour la fête des mères. N'hésitez pas, vous envoyez MEDIAS, MEDIAS, au 7 39 21, 2 fois 75 centimes, plus coût du SMS, et on vous rappelle. Mais pour le moment, vous l'entendez, il est 11h sur Europe 1. L'essentiel de l'actu avec Wallis Glaise. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 18 départements en vigilance jaune canicule, dont Paris. Le dôme de chaleur continue de s'abattre sur la France. C'est la première fois qu'il fait aussi chaud, aussi tôt dans l'année. Le thermomètre va encore grimper. Lui, 35 degrés attendu notamment à Bordeaux cet après-midi. 33 à Paris. Restez vigilants, hydratez-vous et restez à l'ombre. De la chaleur qui mène à des drames. Plusieurs personnes sont mortes ce week-end, notamment dans le sud-ouest, où 2 personnes ont été emportées par des courants de Baïn. À Rennes, une macabre découverte ce week-end. Un garçon de 12 ans retrouvé sans vie dans un buisson, une serviette de bain mouillée nouée très serrée autour de son cou. C'est le parquet qui l'a indiqué. Une enquête pour meurtre a été ouverte. La Fondation Droits d'Enfance a publié un rapport portant sur les signalements de disparition de mineurs observés en 2025. Selon ce document, plus de 40 000 cas ont été signalés au cours de cette année. La guerre au Moyen-Orient, les États-Unis sur le point de conclure un accord solide avec l'Iran. Déclaration de Marco Rubio qui donne l'espoir d'une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz. Le secrétaire d'État américain affirmait aussi qu'Israël aurait toujours le droit de se défendre, quel que soit l'accord conclu. Et au 87e jour de guerre au Moyen-Orient, les prix du baril de pétrole baissent. Le Brent est autour des $98. Ce matin, il n'avait pas été aussi bas depuis plus d'un mois. À Tokyo, une vingtaine de personnes ont été blessées dans un centre commercial. Un homme a pulvérisé une substance toxique. Les faits se sont produits dans le quartier commerçant de Ginza qui abrite de nombreuses marques de luxe. Le parquet de Paris a indiqué ce matin que 15 personnes suspectées d'être impliquées dans la rixe de jeudi dernier dans la capitale impliquant des supporters de l'OGC Nice ont été mises en examen pour violences volontaires aggravées et placées sous contrôle
contrôle judiciaire. Le pronostic de Thierry Léger à présent pour le Quintet, ça se passe cet après-midi du côté de Compiègne. Il vous conseille de jouer les numéros suivants, le 2, le 8, le 9, le 3, le 4, le 5, le 11 et puis enfin le 16. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, comme vous le savez, on prend justement la direction de la porte d'Auteuil à présent. Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. Et on retrouve justement Axel May. Axel, le meilleur français classé en tout cas qui participe au tournoi de Roland, a débuté son match au cours Suzanne Lenglen. Oui, Arthur Rinderknecht a 30 ans, il est 25e mondial et en l'absence d'Arthur Fils blessé, c'est lui le numéro 1 français et il va défier sur ce cours Suzanne Lenglen. Le match est en train de commencer. Un joueur qui est pas très bien classé, 158e mondial, Yuri Rodionov, un joueur d'origine biélorusse avec la nationalité autrichienne. Ce match va commencer dans quelques instants sur le cours Suzanne Lenglen qui est séparé en deux. D'un côté il y a du soleil, de l'autre il y a de l'ombre. Le soleil est en train de s'étendre sur ce cours Suzanne Lenglen. Ils vont donc jouer sous la chaleur. Arthur Rinderknecht face à Yuri Rodionov pour ce premier match de la journée sur le cours Suzanne Lenglen. Il y aura d'autres Français ensuite, mais on aura l'occasion d'en en reparler puisque 9 Françaises et Français sont programmés aujourd'hui. Merci beaucoup Axel. Europe 1, je le rappelle, radio officielle de Roland-Garros. Il est 11h04, Culture Média. La suite, c'est avec vous Thomas. Merci beaucoup Wallis, qu'on retrouve à 11h30 pour un nouveau point sur l'actu. Europe 1. Vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours, même le lundi de la Pentecôte avec Thomas. Il est votre invité. Thomas, vous recevez la romancière Ingrid Glowacki pour son dernier roman, La Notaire, paru aux éditions Albin Michel, qu'on vous recommande et qui va vous accompagner peut-être cet été en vacances. Il y a beaucoup de rebondissements dans votre roman, Ingrid, notamment autour de clauses testamentaires qui peuvent être changées par un époux sans que l'autre soit au courant. Et ça, c'est légal. La donation ça. entre époux. C'est possible de faire ça? En fait, la donation entre époux, c'est un acte solennel qui doit être reçu par un notaire. Mais dès la sortie du rendez-vous, l'un des deux époux peut envoyer un petit complément, une petite rétractation à son notaire et il peut sans que l'autre époux soit au courant. Voilà. Alors l'obligation, c'est que les deux soient présents pour le faire. Par contre, on peut la résilier unilatéralement. Ah ouais. Et vous parlez aussi d'une notion, alors que je ne connaissais pas du tout, le legs de résiduaux. Ça, c'est au centre de votre bouquin. Qu'est-ce que c'est que ça, le legs de résiduaux? Alors, le legs des résiduaux, c'est un mécanisme juridique assez particulier. Donc, dans un testament, vous désignez un bénéficiaire d'un legs et il devra léguer, et vous désignez un second bénéficiaire qui aura le résidu du legs. C'est-à-dire que le premier peut utiliser tout ce qu'il veut, donner, vendre, etc. Et le second n'aura de l'argent que s'il en reste. Ce qui veut dire que le second a tout intérêt à ce que le premier disparaisse assez rapidement. Rapidement, oui. En tout cas, le plus vite possible. Il peut y avoir un petit peu d'empoisonnement dans tout ça. Voilà, c'est un peu comme un viager. Ouais. C'est un peu comme un viager. C'est l'idée de votre livre. L'idée du viager, c'est pas du tout le même mécanisme. Non, bien sûr. Mais du coup, quand j'ai terminé votre roman, moi, j'ai réalisé que j'avais appris plein de choses qui me serviront même plus tard. Il y a un côté un peu pédagogique aussi dans votre livre. On apprend des choses. C'était l'idée du mécanisme juridique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une intrigue juridique de base. Mais le juridique suffit pas à faire un polar. Après, il faut quand même savoir embarquer le lecteur, tirer le suspense et écrire de façon à ce qu'on ait envie de le lire. Moi, j'ai écrit aussi de cette façon-là, c'est-à-dire j'ai envie d'écrire des livres qui moi-même me plairaient aussi. Oui, tant qu'à faire. Là, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que ça concerne les jeunes, les vieux, les riches, les moins riches. Tout le monde va un jour au moins aller dans sa vie chez un notaire. Exactement, parce qu'il fait partie de la vie. Enfin, tous nos actes sont un peu timés par un notaire plus ou moins facilement. C'est-à-dire que la pilule passe plus ou moins bien parfois, parce qu'on a toujours c'est pas toujours agréable d'aller chez le notaire. Parfois, c'est une très belle pilule. Parfois, vous devez annoncer des nouvelles formidables aux gens. Bien sûr. Des gens qui découvrent qu'ils héritent d'une maison grâce à l'oncle d'Amérique, le mythe de l'oncle d'Amérique. Ça vous est arrivé, ça, j'imagine? Si, bien sûr. Alors, pas d'une fortune colossale, mais oui, bien sûr, ça arrive. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas du tout d'héritier connu, on fait appel à un généalogiste qui va rechercher des héritiers. Ça peut être des cousins très éloignés qui sont à l'étranger. Et là, on leur apprend qu'il y a une succession à leur profit. Donc, en général, oui, c'est un peu une loterie.
Là, c'est le ticket gagnant de l'euro-million, quoi. Et vous faites pas les enquêtes vous-même ? Vous-même, vous n'êtes pas amené à aller chercher les héritiers? Alors, le généalogiste est vraiment fait pour ça. Le notaire, il atteste des héritiers au terme de la notoriété, ce qu'on appelle, ce qu'on fait après un décès, quand les héritiers sont directs ou connus. Voilà. Et alors, dans votre livre, la notaire Anna, elle va faire une petite erreur, c'est qu'elle va se fier aux apparences, hein, ça va lui jouer des tours. Ça vous est arrivé, ça, de vous faire avoir par des personnes malhonnêtes quand vous étiez notaire? Il y a toujours cet aspect d'empathie, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure. Le notaire, même s'il doit être impartial, il reste humain. Ouais. Donc forcément, on a toujours tendance ou envie, ça, c'est humain, d'aller vers une personne ou une autre. Parfois, c'est pas la bonne. Vous allez découvrir cette histoire dans ce livre, donc La Notaire, le roman d'Ingrid Glowacki, disponible aux éditions Albin Michel. Allez, Votre santé, attention à l'abus d'alcool. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 ce magnifique lundi de Pentecôte. Vous avez raison, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. 10h, 11h30, c'est Culture Média tous les jours avec Thomas Hill et avec votre invitée Ingrid Glowacki, romancière, pour son livre La Notaire aux éditions Albin Michel. Et alors j'imagine que vous vous intéressez beaucoup aux affaires de succession qui font la une de la presse. Évidemment, on pense à cet héritage de Johnny Hallyday qui a donc déshérité ses premiers enfants, Laura et David, au profit des suivants, Jade et Joy. Ça, ce serait impossible en France, on est d'accord? Oui. On ne peut pas déshériter ses enfants. Les successions qui arrivent dans les journaux, en général, ce sont des successions qui se passent moyennement bien. Oui. Donc, non, en France, on ne peut pas. Il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc, il y a toujours une petite quote-part qu'on est obligé de laisser à ses enfants. Ouais. Mais on peut les déshériter en partie. C'est pas vrai qu'on ne peut pas totalement... les déshériter. Mais... On avait même reçu Sting ici. Alors Sting, il a tout légué à quelqu'un d'autre. Voilà. Il a totalement déshérité ses enfants. Ouais. Nous, on est ce qu'on appelle le droit latin. Donc, on a cette petite réserve qui nous vient des temps lointains où il fallait préserver les terres, les biens familiaux. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette notion de réserve. C'était pour préserver le patrimoine. La transmission. Voilà, exactement. Mais c'est polémique actuellement. Enfin, ça a toujours été polémique, la réserve. Il y a beaucoup de doctrines juridiques qui se posent la question de savoir s'il faut encore la conserver en France ou la faire sauter et de laisser... parce que finalement, le droit n'est acquis que par le sang. Et donc la faire sauter, ça voudrait dire pouvoir donner à qui on veut. Disposer de son patrimoine comme on le souhaite. Ouais. Il y a une partie de la doctrine. On l'a vu, Johnny Hallyday, lui, il a préféré certains enfants à d'autres. Est-ce que, par exemple, moi, je pourrais donner plus à mon chat qu'à ma fille, par exemple? Parce qu'on voit parfois des histoires où les animaux... Alors ça, c'est Karl Lagerfeld. Oui, voilà, exactement, qui a tout donné à sa chatte. Ça, en France, ça paraît, c'est pas possible, puisqu'il faut avoir une personnalité juridique pour hériter. On peut pas. On peut pas donner à son chien? Non, on peut donner à une société de protection animale, par exemple, comme dans la notaire, la SAS, à charge pour cette association de verser une rente de temps à notre chat, à telle personne, à la personne qui va s'occuper du chat. Mais alors j'ai vu qu'il y avait quand même des astuces pour déshériter un peu ses enfants. On va en donner ce matin sur Europe 1. Allons-y. Bien sûr. Important. Non, mais des subterfuges, en tout cas dans votre roman. Anna, elle raconte l'inventaire d'un médecin qui n'avait presque rien laissé à ses enfants, en tout cas en apparence. Et alors, il se passe quelque chose, c'est que ils vont taper dans un aspirateur, et dans cet aspirateur, il y a des lingots d'or. Ça, c'est ça se fait. Des gens qui planquent dans des objets. Ça, c'est un inventaire. Alors, c'était en plus un Diogène. Mais c'est une vraie histoire. Tout ce qui est dans la notaire, ce sont des vraies histoires, mais alors plusieurs dossiers mis dans un pour faire l'histoire. Mais oui, ça, l'histoire de l'aspirateur m'est totalement arrivée. C'est-à-dire le commissaire-priseur bute sur l'aspirateur, se casse un peu l'orteil, le gros orteil. Il est très lourd cet aspirateur. Et on retrouve des lingots d'or dedans. Voilà, sous un amoncellement de détritus. Mais c'est arrivé aussi de toiles de 2 mètres. Parfois, vous retrouvez des choses incroyables sur des inventaires. Mais d'ailleurs, quand on hérite de lingots d'or, est-ce qu'on doit les déclarer? Oui, sur le principe, oui. Sur le principe, oui. Attention, il y a 2 minutes, on avait Roland à se Attention, Roland. On vous salue, Laurent. Toutes mes amitiés. On déclare absolument tout. On déclare tout, Roland. Mais les gens les planquent, les lingots. Non, bien sûr. Alors, en fait, il y a
le papier, enfin le droit, c'est-à-dire, et après ce qui se passe dans les faits, et notamment lorsque parce que j'ai été notaire 8 ans, vrai notaire entre guillemets installé, mais aussi j'ai été notaire pour des ONG. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont léguer la quotité disponible, c'est-à-dire la petite part dont on a le droit de disposer quand on a des enfants, à une association. Et là, quand vous récupérez les clés, en général, tous les bijoux, les lingots, les coffres sont vides. Effectivement, je pense qu'il y a eu un peu de ménage qui a été fait avant. Voilà. Incroyable ces histoires de notaire. Allez, on va écouter un petit peu de musique maintenant, avant une foire aux questions spéciales notaire dans un instant. Est-ce que vous vous souvenez de ce tube été 98, on chantait tous ça. Si t'en as marre de galérer, viens donc faire un tour à l'envers. La France était bretonne en 1998, hein, grâce aux Bretons de Matmata. Et bien ils sont de retour. Et alors ils ont repris un grand classique d'Étienne Dao, Tombé pour la France, version Matmata. Ça démarre bien. Et c'est sur Europe 1 dans Culture Baignade. Belle journée. Pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni fortune, je passe mon temps à faire n'importe quoi sur les pistes noires de préférence. Quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Sur un jerk électronique, celui des amours ludiques, bebop, la vie c'est n'importe quoi. C'est la fête, c'est psychédélique. Me demande pas ce que je fabrique, je te répondrai n'importe quoi. J'en sais rien. Je m'étourdis, ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus là. J'ai gardé cette photo sur moi, ce photomaton que t'aimais pas. Si tu reviens, n'attends pas qu'au bout d'une corde, mon corps balance. Une papier nu sous la lune, sans foi ni toi ni personne. Je crois bien que je ferai n'importe quoi pour te voir. 5 minutes encore, un sable d'or près des dunes. Je te raconterai n'importe quoi, ce sera bien. Je m'étourdis, ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus là. J'ai gardé cette photo sur moi, ce photomaton que t'aimais pas. Si tu reviens, n'attends pas que je sois tombé pour la France. Je m'étourdis, ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus là. J'ai gardé cette photo sur moi, ce photomaton que t'aimais pas. Si tu reviens, n'attends pas que je sois tombé pour la France. Si tu reviens, n'attends pas que je sois tombé pour la France. Si tu reviens, n'attends pas que je sois tombé pour la France. Si tu reviens, n'attends pas que je sois tombé pour la France. La version très électrique et rock de Tomber pour la France d'Étienne Dao par le groupe breton Matmata ce matin sur Europe 1 dans Culture Média. Thomas Hill. Allez, pour terminer cette émission, Ingrid Lovaki, vous allez faire un petit tour dans ma foire aux questions. Une foire aux questions spéciale notaire, évidemment, Allons-y. ce matin. De ce que vous avez vu, quelle est la chose la plus saugrenue qu'un défunt ait légué à un héritier? Un perroquet. Un perroquet. Vivant? Mais oui, dans le... Ah ouais, Ah bah génial. Un perroquet, en fait, le legs portait sur cet animal, simplement.
Et il disait, le perroquet insultait la fille en fait en question. Il disait ta gueule Marie. Je peux le dire. On peut le dire. Ta gueule Marie, ta gueule Marie. Allez. À quel âge faut-il rédiger son testament? Tout vous. À quel âge Ouais. N'importe, le plus rapidement possible. Le plus tôt possible. Ouais, le plus tôt possible. Surtout quand vous n'avez pas d'héritier direct. Dans une succession, qui est prioritaire s'il n'y a pas de testament, justement? S'il n'y a pas de testament, les héritiers directs. Ça s'appelle une succession ab intestat. Les enfants en priorité. Est-ce qu'il faut forcément être marié pour léguer des choses à son conjoint? Ah oui. Ah. Le concubin, oui, mariez-vous. Ah, le Pax et tout ça, ça marche pas? Le Pax, un petit peu, ça adoucit, on va dire, la pilule. Mais le mieux, c'est quand même le mariage, puisqu'on peut moduler avec les contrats, etc. Quand vous êtes que concubin, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes un étranger devant la loi. C'est-à-dire que les droits sont à 60%. Ah ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au cours de votre carrière de penser que ce serait une bonne chose de pouvoir déshériter ses enfants? Ah oui. Pardon. Oh, ça venait du cœur. Bah oui. Bah bien sûr, il y a des dossiers où ils sont tellement infects qu'on a envie que la réserve n'existe pas. Ouais, il y a même des cas de maltraitance. Il y a des cas de maltraitance. Oui, il y a des cas de maltraitance de personnes âgées. Ouais. Il y a des cas de maltraitance psychologique. Ouais. Il y a plein de mépris. Voilà. C'est vrai que les héritiers ont souvent la mémoire courte. Oui. Et si je suspecte que mon père me lègue des dettes, est-ce qu'il vaut mieux ne pas ouvrir le testament? Ou est-ce que c'est une légende? Le testament, on peut l'ouvrir, le notaire peut ouvrir la succession. Par contre, il faudra y renoncer. C'est mieux. Voilà. On le sait. Ouais, il y a toute une procédure à faire. Donc, quand on sait qu'il y a des dettes, la renonciation, c'est la meilleure des choses. C'est pas une fuite. Hein. Merci beaucoup, Ingrid Nowacki, d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle, La Notaire, c'est votre nouveau roman disponible aux éditions Albin Michel, en attendant la suite qui arrive donc en octobre. Merci à tous les deux.